Bienvenue sur AstroRoche. Je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Alors nous sommes le 22 octobre 2024, à environ 2 semaines après le lancement de la mission Hera. C'était incroyable, cette mission Hera a enfin démarré. Oui, absolument. Elle a été lancée le 7 octobre. Donc, Hera, mission de l'Agence spatiale européenne, qui doit retourner sur la scène de l'impact de la mission DART. Et en fait, c'était absolument magnifique. Et d'ailleurs, incroyable, même miraculeux, parce qu'en fait, la première fenêtre de lancement s'ouvrait donc le 7 octobre. Et il y avait 20 jours pendant lesquels on pouvait lancer. 20 jours. Chaque jour, avec seulement 16 secondes pour lancer. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors en fait, c'est parce que il faut mettre Hera sur la bonne trajectoire pour rejoindre Didymos. Oui. Et les lois de la mécanique céleste sont telles qu'il y a un créneau chaque jour qui permet, avec l'énergie que peut impulser la fusée qui va lancer Hera, qui est une Falcon 9 de la compagnie SpaceX, eh bien, il y a un créneau qui, quand on le calcule, est d'à peine 16 secondes chaque jour. Donc ça veut dire qu'au moment de lancer, quand la fenêtre de tir s'ouvre, les 16 secondes s'ouvrent. Si pendant ces 16 secondes, il y a quelque chose qui nous empêche de lancer, il faut attendre le lendemain. Et oui. Et alors là, ce qui était absolument incroyable, c'est que donc nous étions en Floride, à Cap Canaveral, une semaine avant, un ouragan qui s'appelait Hélène, avait dévasté une partie de la Floride, en particulier le nord. Et aussi des autres États américains. Voilà. Plus de 500 morts. Exactement, ça a été un drame énorme. Et donc, on pensait qu'il y aurait une accalmie, mais en réalité, un autre ouragan était en train de se préparer dans le golfe du Mexique. Une chose extraordinaire, parce que d'habitude, 2 ouragans ne se succèdent jamais à un intervalle aussi faible. Voilà, c'est en général, il y a quand même un laps de temps. Et là, en fait, il y a eu un temps qui était vraiment mauvais, une météo très mauvaise de façon continue. Alors nous, on est arrivé le samedi, donc le 7 octobre était un lundi. Oui. On était à Cocoa Beach, qui est en fait la plage juste à côté du Kennedy Space Center, là où sont lancées les missions spatiales. Et donc, en arrivant, il y avait encore un petit soleil qui était là. Donc on se disait, peut-être que la météo prévue terrible les prochains jours allait nous laisser un peu de répit, parce que vous savez, c'est un peu comme les Caraïbes, le temps il change tout le temps, donc on peut se dire peut-être que ça va bien se passer. Sauf que le lendemain, nous proposions un briefing sur le lancement à toute la communauté qui était là. Il y avait 500 personnes, les industries, les scientifiques, toute cette équipe extraordinaire qui a permis qu'on arrive en 4 ans à avoir une sonde prête à être lancée. Ce qui est jamais vu. Absolument incroyable. Jamais fait. Oui, pour des missions comme celle-là, d'exploration dans l'espace profond, c'est la première fois qu'on arrive en 4 ans, depuis le contrat signé en 2020 avec l'industrie, à développer une mission. Donc l'équipe projet de l'Agence spatiale européenne, les industries, tout le monde a travaillé de façon vraiment extraordinaire pour en arriver là. Et donc on présentait, moi-même avec Yann Carnelli, le manager pour l'Agence spatiale européenne, et quelques collègues, la mission et ce qui allait attendre la communauté pour le lancement. Et il pleuvait des trombes. Ça pleuvait, il y avait du vent. Et même en parlant, je me disais, dans le fond, on fait ça comme un exercice parce qu'il est fort probable que demain, ça soit quand même mal barré. Même si j'espérais toujours, bien sûr, on était là, on avait fait le voyage, on était là pour voir ce lancement qu'on attendait depuis si longtemps. Et une autre haie avait été franchie avec l'accord de l'aviation civile américaine également. Voilà, alors il faut dire, c'est vrai que tout jouait contre nous, mais vous savez, cette mission Hera, elle a été, c'est bien représentatif de cette mission parce qu'en fait, elle a été un enchaînement de difficultés et de solutions trouvées. Donc, c'est pas comme si on avait l'habitude que ce soit facile. On savait qu'on avait l'habitude de plein de difficultés, puis à chaque fois, on trouvait des solutions. Donc là, la première qu'il y avait, c'est qu'en fait, Falcon 9 avait eu un problème lors d'un vol précédent, une semaine avant, et du coup, les lancements étaient interdits. Et il fallait résoudre le problème et que la Fédération d'aviation américaine, autorise à nouveau les lancements de Falcon 9. Alors, il y avait une grosse pression parce qu'il se trouvait qu'après nous, devait être lancée la mission Europa Clipper qui doit aller voir le satellite Europe de Jupiter. C'est une grosse mission de la NASA. Sur une grosse fusée, la version Heavy, lourde. Exactement, la Falcon Heavy. Et donc, il y avait vraiment une motivation de reprendre les lancements parce qu'il y avait non seulement Hera, mais ensuite Europa Clipper, etc. Et donc, à peine 2 jours avant le lancement, la FAA, comme on l'appelle, donne le feu vert pour lancer. Donc ça, au moins, ça, on était tranquille. Donc la seule chose qui pouvait se produire, c'était un problème météo. Et comme la veille, c'était aussi pluvieux, etc.,
On s'est couché en se disant, bon, c'est le lendemain à 10h52 du matin local qu'on doit lancer. À voir. On se lève le matin, moi je me lève très tôt, en plus avec le décalage horaire, il pleuvait des trombes, enfin c'était incroyable. Donc on prend les Kawaii, on se prépare, on prend la voiture. En conduisant au Kennedy Space Center, mes essuie-glaces n'étaient pas suffisants pour évacuer toute l'eau qui tombait sur le pare-brise. C'était incroyable. Donc on se disait, bon, on y va, de toute façon on est là, on va bien voir. Et là, je commençais à avoir des nouvelles du centre de contrôle qui disaient qu'il y avait 80% de chances qu'on ne lance pas. En fait, ils ont des niveaux de violation des conditions de lancement et on était à 80% du niveau de violation. Oui, très élevé. Donc très élevé. Bon. On y va quand même. J'en informe d'ailleurs la communauté. J'envoie un email à toute la communauté pour les tenir au courant. Voilà, on en a 80%. Puis on avance dans le temps et là, je reçois une autre annonce. Il y avait Yann Carnelli qui était dans le centre de contrôle qui me donnait les informations et qui disait, voilà, on tombe à 70%. Ah. Alors on se dit, waouh, on a gagné 10%. Incroyable, parce que pour moi, le temps était le même, il pleuvait toujours. Alors il se trouve qu'on arrive 2 heures avant à l'endroit où on observait le lancement et il y a une sorte de musée dans lequel on peut voir des navettes, etc. Donc on va se réfugier là pour se protéger de la pluie. Et là, j'ai à nouveau une annonce, 50%. Oh. Donc là, maintenant, on a une chance sur 2 et on est à 1 heure du lancement. Et puis finalement, on sort de cet endroit pour aller à l'extérieur voir le lancement et soudain, 20 minutes avant, une accalmie. Plus de pluie. Plus de pluie. Tout s'arrête. Wow. Le ciel toujours gris, mais pas aussi chargé qu'il l'était 1 heure avant. Et le vent ? Le vent, on ne sent rien. Ah. Il fait bon, on est là. Donc on commence à discuter, à s'exciter. L'excitation monte. Je suis, moi, là, complètement ému. Et d'ailleurs, à un moment donné, sur l'écran, parce qu'il y a un écran là où on est, qui nous montre en zoom la fusée où je vois le logo d'ERA. Et là, je m'effondre en pleurs. Vraiment, là, ça a été le moment où je me suis dit... Oh, toutes ces années, mais c'est incroyable, on y est. C'est là que j'ai réalisé qu'on y était et ça m'a produit une émotion où je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer en me disant mais c'est incroyable, on y est arrivé, on y est arrivé, on y est arrivé. C'est vraiment un moment, rien qu'en reparlant, presque les larmes qui me reviennent aux yeux. C'était vraiment très émouvant. Et puis, je m'aperçois que toute l'équipe est en fait à une autre, un petit peu plus loin que là où moi je m'étais arrêté. Et je vais pour voir ce qui se passe et là, c'était encore plus émouvant. Ils se mettent tous à m'applaudir. Ah. En fait, toute l'équipe m'a applaudi, comme si, je pense, me remercier du combat mené. Bien sûr, j'étais pas le seul à mener ce combat, mais c'est vrai que j'ai été au front pour m'assurer que cette mission un jour serait approuvée et financée. 20 ans de combat. Ouais, 20 ans. Alors pour ERA, ça a été moins long que ça. Les études ERA, on les a commencées un petit peu après 2010, 2011, 2012, donc j'allais dire 10 ans en tout. Mais 20 ans afin d'avoir une mission de l'Agence spatiale européenne. C'est ça, parce que comme on l'a dit dans un autre podcast, tout a commencé il y a une vingtaine d'années. Il faut retourner dans ce podcast sur les origines de Dartera. Le combat pour AIM, voilà, le combat pour ERA. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'était... Peut-être l'équipe me reconnaissait. Tous ces efforts faits, j'en demandais pas tant, mais ça m'a vraiment beaucoup ému. On a vraiment une équipe scientifique géniale et une atmosphère, c'est ce à quoi je tiens le plus, bienveillante, généreuse et sans bataille d'ego. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai construit cette équipe-là, j'ai d'ailleurs fourni ce message, c'est soit on le fait, on s'amuse, on s'éclate, on fait de la bonne science, tous ensemble, soit si c'est se pourrir la vie à se faire des batailles d'ego, comme on l'a vu dans certaines missions. Moi, j'ai le témoignage d'autres missions où ça ne se passait pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, il y a une jeune chercheuse qui un jour est venue me voir en me disant « Ah, Patrick, c'est formidable dans ERA, il y a une telle atmosphère. Moi, j'ai pas connu ça dans d'autres missions, c'est génial. » Voilà. Et ça, c'est finalement peut-être cette reconnaissance-là aussi. On s'aime tellement tous bien que on n'hésite pas à s'applaudir, à se reconnaître. Et bon, voilà, ça, c'était un moment génial. Et puis arrive le moment clé. On est à 3 minutes, 2 minutes. Donc là, moi, j'étais en train de m'exciter, tout le monde regarde et il se trouve que l'écran qui était positionné là où on était retransmettait la chaîne de l'Agence spatiale européenne, parce que comme c'est pas une mission de la NASA, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, on était bien sûr en diffusion et il y avait un petit décalage. Ce qui fait que on était tous concentrés sur le compte à rebours qui était donné sur l'écran, donc 20, 19, 18, 17 et d'un coup on voit la fusée s'envoler. Et le compte à rebours il continuait. Et en fait, c'était à cause du décalage. Et oui, la vitesse de la lumière et la vitesse du son, voilà, tout simplement. Ça. En gros, c'est peut-être un peu ça. En fait, là, je pense que c'était plus un décalage de Internet avec la vidéo de l'ESA, parce qu'il y avait quand même 20 secondes de décalage. Et du coup, on regardait la fusée s'envoler. Et moi, j'ai mis un peu de temps à réaliser
que c'était effectivement, elle était en train de s'envoler parce qu'en plus, le bruit arrive quelques secondes après. Et là, c'est la vitesse du son. Et une fois que le bruit arrive, en fait, la sonde était déjà dans les nuages parce qu'il y avait quand même, malgré tout, des nuages. Et ce bruit, et là, c'était l'extase. On était tous, on criait. Et d'ailleurs, les vidéos qu'on a faites depuis le site où on observait montrent les cris que l'on fait tous à voir notre petite sonde finalement aller rejoindre l'espace. Et on a pu suivre ensuite sur l'écran les différentes étapes grâce aux caméras de SpaceX qui sont mises à bord de la Falcon. Et puis après, la fusée n'étant plus visible, on a rejoint le Kennedy Space Center et j'attendais avec impatience, à peu près 1 heure après, le premier signal. Ah oui. Voilà. Et là, quand on a eu le premier signal de la sonde, c'était... Le premier signal, c'est la sonde qui dit à la Terre, tout va bien, voilà, je vais bien. Je suis là. Je suis là. J'existe et je fonctionne. Et puis ensuite, il y a eu la séparation de la sonde de la fusée. Et là, on voit le petit bébé partir, un accouchement en douceur pour le coup, parce que c'est vraiment très subtil, où on voit finalement cette sonde rejoindre l'espace profond. Donc ça a été vraiment quelque chose de magnifique. Et en plus, après ça, le soir, l'Agence spatiale européenne avait organisé un repas dans le Kennedy Space Center sous la navette Atlantis. Donc ça, moi j'étais au courant, mais c'était la surprise pour la communauté de se retrouver sous cette navette. Quelle surprise! Et on a pu célébrer tous ensemble les 500 personnes invitées, les industriels, les scientifiques, etc. On parle bien de la navette Atlantis qui est allée réparer Hubble. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est une navette un peu historique. Et de pouvoir célébrer ensemble dans ce lieu historique ce lancement, c'était vraiment absolument incroyable. Et c'est vraiment la démonstration que sont des aventures humaines parce qu'on avait les familles des gens qui étaient là. Donc moi, j'ai rencontré des familles de gens avec qui je travaille depuis des années et qui étaient là. Et on a pu vraiment fêter ça avec les enfants aussi, beaucoup d'enfants. Ça, moi, je me mets à la place de ces enfants. Quelle aventure de pouvoir assister dès l'enfance au lancement d'une mission dans laquelle son père ou sa maman sont impliqués. C'est vraiment génial. Voilà, donc ça a été vraiment de grandes émotions. Et puis, après le lancement, en fait, il a fallu partir très vite. On a eu donc cette cérémonie le soir, après le lancement. Et le lendemain, il fallait partir puisque l'ouragan Milton arrivait. Ce qui montre à nouveau à quel point cette petite fenêtre de tir qu'on a réussi à capturer pour lancer était vraiment uniquement autour de moments autorisés pour lancer, puisque après, la pluie revenait et donc ça démontre encore le côté miraculeux de ce lancement. Quelques jours plus tard, on a pu avoir l'heureuse surprise, parce que le spatial, c'est toujours risqué, de constater que les caméras fonctionnent parfaitement puisqu'elles nous ont offert des images de la Terre et la Lune. Donc un de ces fameux 12 instruments à bord de la sonde. Voilà, pris à 1,6 million de kilomètres de la Terre. Déjà oui, parce qu'en fait, la sonde est partie très très vite. Oui. Je crois que c'est d'ailleurs une des plus rapides, puisqu'on va dans une injection quasi directe vers Didymos. On va passer par Mars. Donc Hera bat des records en permanence. Ah oui, et c'est pas fini. Elle va en battre d'autres, puisqu'elle va faire plein de premières une fois arrivée là-bas. Et donc, on a ces images prises par les 2 caméras visuelles. On a l'imageur de l'infrarouge thermique japonais qui a aussi fourni des images du système Terre-Lune. Et puis, la caméra hyperspectrale avec plein de couleurs. Ça ressemble un peu à du Andy Warhol quand on regarde les images. J'ai vu ça, oui. Magnifique. C'est magnifique. Et donc, de voir cette petite Terre en plus prise, je l'avais jamais vue comme ça, de loin. Et puis, on voit qu'une petite partie qui est illuminée, qui est d'ailleurs la partie du Pacifique. Et puis, la Lune très loin et toute petite. Je trouve que c'est assez émouvant et de se dire que finalement, on est sur ce petit bout de caillou, en fait, qui tourne dans un vide immense puisque tout le reste est noir. Ça nous rappelle à quel point on est fragile. Et justement, c'est parfaitement en cohérence avec cette mission qui a pour but de contribuer à nous protéger de l'impact d'astéroïdes sur la Terre. Et on voit à quel point, effectivement, on est fragile quand on voit ces images. C'était quelque chose de très émouvant. Donc ça, c'est super. Et puis en plus, des tests de navigation ont été faits, de navigation autonome, ça marche aussi. Donc tout marche parfaitement. Tous les instruments fonctionnent à la perfection. Tous les instruments, tout ce qui a été testé et activé fonctionne. On ne peut pas tester les instruments à bord des CubeSat. En fait, si, parce qu'on a eu un premier contact établi avec les CubeSat. Oui, absolument. Avec le CubeSat Milani le 24 octobre et puis aussi Juventas. Donc, contact a été pris avec les CubeSat et aussi avec les instruments pour lesquels on a testé aussi le fonctionnement. Et pour l'instant aussi, nous n'avons pas de problème avec eux. Donc, c'est finalement l'ensemble
ensemble qui fonctionne parfaitement. Mais ce que je dirais, c'est que pour une mission développée en seulement 4 ans, ce dont l'ESA et le directeur général Joseph Harbarer, que j'ai vu la semaine dernière au Congrès astronomique international, s'en félicite et il a raison. C'est que ces équipes ont réussi à battre un record, à relever un défi incroyable qui était de développer en 4 ans, puisque le contrat industriel, comme je l'ai dit, a été signé en 2020. Donc concrètement, même si on a fait plein d'études avant, évidemment, puisqu'on l'avait déjà proposé en 2016 au conseil ministériel de l'ESA, les études concrètes, le développement n'a commencé qu'il y a 4 ans. Donc c'est incroyable d'y arriver. Et en plus, tout marche bien. Donc voilà, c'est un moment génial et j'espère que des tas de jeunes qui nous écoutent auront le bonheur de vivre ce genre d'expérience. C'est possible, il y a de la place pour tout le monde. En fait, ce que m'apprennent toutes ces missions, c'est que, faut bosser, faut être passionné. Et quand on a ça, il y a de la place pour toutes les compétences, il n'y a pas d'effort inutile. Tout compte, des petites contributions aux grandes contributions. Donc si vous êtes passionné, si vous êtes bosseur ou bosseuse et que vous avez envie de vivre un rêve, il y a certains rêves qui deviennent des réalités et quand ça se produit, c'est une émotion qui est finalement indescriptible. Merci Patrick Michel et nous nous retrouverons très rapidement dans un prochain épisode d'Astro Roche.